Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1, il est 7h. Le premier objectif, c'est vraiment l'espoir qu'un certain nombre de résidences secondaires puissent repasser en résidence principale. Lyon, Bordeaux ou encore Biarritz, ces villes qui ont décidé de surtaxer les résidences secondaires pour lutter contre la crise du logement et le manque de résidences principales. Notre dossier, dans un instant, on appellera le maire de Bidart, notre invité en direct. Pour lutter contre l'épidémie de Covid, les mesures restrictives se multiplient et les vaccinobus continuent de sillonner les zones rurales pour vacciner les Français les plus isolés. Un coup dur pour les professionnels du tourisme aux États-Unis. Les restrictions de voyage pour les Européens sont maintenues cet été. Et puis les JO de Tokyo avec de nouvelles chances de médailles françaises aujourd'hui. Espoir notamment en VTT. À suivre, l'éclairage éco d'Emmanuel Dutheil et les très bons résultats du groupe LVMH. Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Millot. Et puis le journal des JO. Tout ce qu'il s'est passé cette nuit à Tokyo, ce sera avec Julien Froment. Très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Et le journal de 7h, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Théo, bonjour à tous. Si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, attention à la facture. De plus en plus de communes font le choix de les surtaxer. L'idée est de mettre fin à la pénurie de logements et à la hausse des prix de l'immobilier, de compenser aussi les pertes liées à la disparition de la taxe sur les résidences principales. Et les taux peuvent atteindre 60%, Maud Descamps. À Lyon comme à Bordeaux, la municipalité a voté il y a quelques jours une augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, une majoration de 60%. L'objectif, convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché, comme l'explique Audrey Enoch, adjointe au maire à la mairie de Lyon. Le premier objectif, c'est vraiment l'espoir qu'un certain nombre de résidences secondaires, donc on en a environ 15 000, puissent repasser en résidence principale. Parce que pour nous, un logement, c'est avant tout le lieu où habite une famille ou une personne à temps plein. Grâce à cette hausse, la municipalité devrait empocher 3 300 000 € de plus par an. À Saint-Julien-de-Chédon, dans le Loir-et-Cher, petite commune de 750 habitants, le maire Michel Leplard espère libérer des logements et faire venir des familles essentielles à la vie du village. Et ça nous permet d'essayer de sauvegarder notre école. C'est pour ça qu'on a voulu aussi ramener cette équité un peu fiscale en disant voilà, cet effort, tout le monde va le faire pour que la commune puisse continuer à bien vivre, quoi. Certains maires se mobilisent maintenant pour qu'une taxe supplémentaire soit également appliquée aux logements vacants. Maud Descamps pour Europe 1. Et autre commune qui mise donc sur cette stratégie, Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, où nous joignons ce matin. Monsieur le maire, bonjour. Emmanuel Alzuri. Bonjour. 7000 habitants à Bidart et près de 1200 logements meublés inoccupés plusieurs mois par an. Est-ce qu'une hausse de 60% de cette taxe sur les résidences secondaires, ça peut réellement être dissuasif selon vous et amener les propriétaires à se séparer de ces biens-là ou au moins à les louer sur le long terme, puisque c'est l'objectif ? Alors nous, la taxe sur les résidences secondaires, la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre il y a déjà plusieurs années. C'est pas une disposition qu'on déciderait aujourd'hui de mettre en avant. Effectivement, ça peut avoir un impact sur les gens qui souhaitent acheter des biens, parce que probablement quand ils font avec leurs conseillers financiers, leurs conseillers patrimoniaux, leurs estimations, mais ils disent voilà, à Bidart, ça sera peut-être un peu plus cher. On avait l'obligation d'aller vers des dispositifs qui contraignent un peu la résidence secondaire, et pas tant qu'on veuille contraindre la résidence secondaire, évidemment, on n'a aucune raison de faire ça, mais plutôt parce qu'on a la responsabilité de loger les jeunes et toutes les personnes de notre territoire, et que clairement le marché est tellement emballé que sans des mesures, et la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'en est qu'une parmi tout un éventail de mesures qu'on a mis en œuvre pour essayer de maîtriser un peu la pression foncière. Ça fait déjà plusieurs années que vous avez majoré cette taxe sur les résidences secondaires. Est-ce que vous voyez déjà les choses changer ? Est-ce que vous avez un premier bilan ? Alors, le premier bilan, il est effectivement que le pourcentage de résidences secondaires parmi le parc résidentiel a baissé. On est dorénavant à 31%, on a pu être à 36, 38, 40% par le passé, donc c'est un premier effet. Et puis toute la politique qu'on mène sur le logement nous a permis aussi de voir qu'on a bien mieux rempli les objectifs de la loi SRU auxquels nous sommes contraints, puisque le taux de logements sociaux qui est imposé aux communes de plus de 5000 habitants, c'est 25%. Ici, il n'y en avait même pas 8%. Il y a 10 ans quand on a commencé, aujourd'hui on en est un peu plus de 18%. Et avec la crise sanitaire, beaucoup ont choisi de quitter les grandes villes pour s'installer en province. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a accentué la pénurie de logements et non finalement les résidences secondaires ? Alors non, la pénurie de logement, elle était antérieure bien sûr à la période de post-Covid là, qu'on est en train de vivre, qui est très contemporaine. Les effets de cette période-là, c'est effectivement
pour le coup, un afflux de demandeurs qui viennent essayer d'acheter. Et évidemment, le marché s'emballe. Et aujourd'hui, il est complètement fou, complètement dérégulé chez nous. De fait, il risque, et c'est ce qui se passe, d'exclure toute la population locale, tous les gens qui veulent vivre et travailler au pays, de l'accès au marché immobilier. Et notamment de plus en plus de jeunes qui décident de rester au Pays Basque et non pas de partir comme ça pouvait être le cas encore il y a quelques années. Merci beaucoup Emmanuel Alzuri, maire de Bidart dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 7h06 et face au Covid, les voyants sont au rouge. Le nombre de nouvelles hospitalisations liées au virus a presque doublé en une semaine. Le nombre de décès aussi. Et du coup, les restrictions se multiplient pour tenter d'enrayer l'épidémie. Le masque est de nouveau obligatoire en extérieur sur la côte basque, dans l'Hérault et en Haute-Corse notamment. La Haute-Corse où il est aussi interdit désormais de se rassembler à plus de 10 sur la plage et dans les espaces naturels après 21h. Et pour accélérer la vaccination, pour atteindre le public isolé, c'est toujours le défi. Des vaccinobus continuent, Émilie Dès, de sillonner les routes de France. L'idée, vous le disiez, c'est donc d'aller à la rencontre des habitants des zones rurales plus ou moins isolées. Reportage de Maximilien Carlier dans le Pas-de-Calais. Devant le bus bleu et blanc, une longue file d'attente. Pas besoin de prendre rendez-vous. Première injection pour Florentin. Enfin. Dans le coin, c'est pas facile de base depuis l'allocution du président. Tout le monde s'est rué sur les places de vaccins et du coup, on se retrouve avec des 1 mois d'attente sur certains centres. Donc les bus étaient bienvenus. À l'intérieur, un seul couloir pour circuler, 2 boxes de vaccination et des volontaires qui viennent de la commune, des alentours. Mettez-vous là, je vous en prie. Théodore est médecin, il enchaîne les piqûres. Il y a clairement un besoin de proximité pour les gens, pour venir à pied, à vélo ou venir en covoiturage. De toute façon, il y a tellement un manque de professionnels de santé que le moindre professionnel, on s'y rue. En soi. Car ici, l'accès aux soins est très compliqué, c'est un désert médical. Jean-Paul Vasseur, le maire de Tournan. Je pense qu'on est un peu les oubliés dans les communes rurales. On n'avait pas de centre de vaccination, ou alors il fallait sur Arles, il y a 10 km. On a 0 médecin ici à Tournan. La possibilité de vacciner, elle est de 0. C'est ça aujourd'hui. Et ce vaccinocar a été déployé dans 23 communes du Pas-de-Calais. Il sera de retour dès la mi-août pour la seconde injection. Tournant sur la M, Maximilien Carlier, Europe 1. Et toujours face au Covid, cette douche froide en revanche pour les professionnels du tourisme aux États-Unis. Des mois qu'il pressait Joe Biden pour lever le travel ban, autrement dit les restrictions qui interdisent à la plupart des citoyens non américains de se rendre aux États-Unis depuis une grande partie de l'Europe, dont la France. Mais après plusieurs mois de discussion, la décision est tombée hier soir. Benoît Clair, bonjour. Bonjour. Les frontières américaines restent fermées. Oui, l'annonce de la réouverture des frontières que tout le monde espérait est une nouvelle fois reportée. Et c'est Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'est chargée d'annoncer la mauvaise nouvelle. Avec le variant Delta, nous allons maintenir les restrictions de voyage existant à ce jour. Le variant Delta se transmet très rapidement, ici comme ailleurs dans le monde. Le nombre de cas explose chez les personnes non vaccinées et va se multiplier dans les semaines qui viennent. Cette décision est donc un coup dur pour tout le monde, mais le variant du virus est bien présent et il faut en tenir compte. D'un côté, on espérait voir revenir les touristes européens dans les grandes villes et les parcs naturels américains. Ainsi, plus de 2 millions de Français faisaient le voyage ici chaque année. De l'autre, les compagnies aériennes et des agences de voyage qui ont fait depuis des mois un lobbying pressant auprès de Washington, espérant transporter des millions d'Américains dans le monde entier. La douche est glacée pour tous ce matin, et ce d'autant plus qu'aucune date n'est envisagée pour une possible réouverture. Et tout ça, Benoît, va évidemment avoir un coût économique très important. Absolument, et nous allons l'évoquer dans un instant, mais il y a aussi un coût humain. Écoutez Patrick Caraco, il est le conseiller consulaire, représentant des Français à Los Angeles. L'administration Biden ne veut pas laisser rentrer les Européens en général, mais les Français en particulier. Donc c'est très pénalisant pour tout ce qui est tourisme. Toutes les familles attendent aussi une partie de leur famille qui devait les visiter cet été aux États-Unis. Et malheureusement, du point de vue économique, c'est assez grave parce que il y a beaucoup d'entreprises qui vont subir des déficits et qui ne vont peut-être pas s'en sortir. Et bien sûr, beaucoup de Français expatriés qui sont dans le tourisme. Et les compagnies d'aviation sont dans le même, si je puis dire, le même bateau. Alors en termes économiques, au niveau mondial, les compagnies aériennes ont déjà perdu près de 100 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. C'est 3 fois plus que pendant la crise économique de 2008-2009.
Près de 8 millions d'emplois sont directement liés au tourisme ici. Autant dire que la route va être longue pour revenir à une situation normale. Benoît Clerc, correspondant Europe 1 aux États-Unis. Il est 7h10. Emmanuel Macron entame aujourd'hui son 3e jour de visite en Polynésie française. Il est arrivé dans l'archipel des Tuamotu sur l'île de Manille. Une visite consacrée à la protection des atolls face au changement climatique. Le chef de l'État a d'ailleurs inauguré le chantier d'un abri anticyclonique. Le maire de Manille, John Drolet. Chez nous, quand il peut faire beau, c'est magnifique. Mais quand arrivent ces moments difficiles où le climat veut faire des siennes, c'est-à-dire on va parler de cyclones et de tout, c'est terrible, hein, c'est terrible. On est toujours dans l'attente d'un cyclone ou de plusieurs cyclones, hein, ça c'est sûr que ça passera. Donc il est important dans les années à venir pour que cette population puisse rester aussi chez elle, parce que sinon on risque de fuir là. De bâtir ce qu'il faut justement pour protéger nos populations. Le maire de Manille au micro européen de Claudia Bertram que l'on retrouvera tout à l'heure dans le journal de 8h. Enfin, direction Tokyo, Émilie Dez pour terminer ce journal et les Jeux Olympiques avec l'espoir de nouvelles médailles françaises aujourd'hui, au moins une puisque Clarisse Agbenienou est favorite en judo. Aussi, oui, elle concourt donc Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte pour la médaille d'or en VTT, respectivement toutes les deux numéro 1 et numéro 2 mondiales. Elles se connaissent bien et prétendent toutes les deux au titre olympique, Marie Guida. Oui, d'un côté, vous avez l'expérimentée Pauline Ferrand-Prévot, 29 ans, triple championne du monde. De l'autre, la jeune Loana Lecomte, 21 ans, sacrée championne du monde espoir en même temps que Pauline Ferrand-Prévot chez les seniors. Depuis, Loana Lecomte est invaincue sur le circuit professionnel depuis son entrée. Elle est devenue en moins d'1 an la favorite. Mais surtout, c'est la principale rivale d'une fille qu'elle avait en poster dans sa chambre. Les deux vététistes sont clairs sur le sujet. Il n'y a pas de rivalité entre elles. Pauline Ferrand-Prévot est même pour l'union sacrée. On va pas se tirer dans les pattes et on a tout intérêt à bien s'entendre et à faire, à courir ensemble si c'est possible, plutôt que de se rouler l'une sur l'autre. On l'a vu depuis le début de la saison, Loana était au-dessus du lot et elle faisait un peu ce qu'elle voulait, donc pas sûr qu'elle ait besoin de moi pour gagner. Et forcément, les deux voudront remporter l'or olympique. Le seul titre qui manque aujourd'hui à Pauline Ferrand-Prévot. Et difficultés supplémentaires, les conditions climatiques sont très compliquées à Izu, le site du VTT, avec l'arrivée du typhon Nepatark sur les côtes japonaises. Marie Guida du service des sports d'Europe 1. À ce stade, la France comptabilise 5 médailles, 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Et on revient sur l'ensemble des résultats de ces JO avec le journal des Jeux de Julien Froment juste avant 7h30 tout à l'heure. Et cette sensation à la tenniswoman japonaise Naomi Osaka, l'une des meilleures joueuses de la planète, qui vient de se faire éliminer dès les 8e de finale. C'est l'une des grandes infos de la matinée. Merci beaucoup, Émilie Dez. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. Il est 7h13.